Quand Dejounte Murray est arrivé chez les Hawks cet été, on s'est tous dit ça y est, Trae Young a enfin trouvé son partenaire de chasse. Pourtant, même s'ils ont prouvé qu'ils pouvaient être redoutables, les Faucons ont parfois du mal à montrer qu'ils sont les prédateurs et non les proies. Petit coup de mou à l'approche de l'hiver peut-être? En tout cas pas de panique, je suis sûr qu'Atlanta a les capacités pour retrouver de l'altitude. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler des Atlanta Hawks. Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, mes deux petits oiseaux à moi, Raphaël Delaveau et Benjamin Moubèche sont avec nous. Comment ça va les gars? Bah, ça va très bien, mon petit cœur. Merci beaucoup pour la Oh petite c'est mignon, appellation. qu'il est mignon. Ça fait plaisir. Bah écoute, c'est la première fois que tu m'appelles avec un tel diminutif. Bah écoute, je suis vraiment ravi. Je Ça t'appellerai va être mon petit génial. oiseau pour le reste de la saison alors. Allez les gars, on commence tout de suite, on va parler des Hawks comme je l'ai dit. Benjamin, je vais commencer avec toi. Les Hawks actuellement, au moment où on enregistre cet épisode, le mercredi 30 novembre, ont un bilan de 11-10, ils sont 8e à l'Est. Comment est-ce que tu jugerais un petit peu ce début de saison des Atlanta Hawks? Pour moi, les Hawks sont corrects, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont un bilan à l'équilibre avec un calendrier qui n'était pas particulièrement difficile. Donc c'est assez décevant par rapport à leurs ambitions. C'est assez moyen par rapport à ce qu'ils ont dépensé cet été. Mais je suis mitigé parce que j'ai beaucoup de mal à les jauger. Par exemple, ils perdent contre les Hornets avant d'infliger leur première défaite de la saison aux Bucks. Et c'est un très bon exemple, je pense, de l'irrégularité des Hawks. C'est-à-dire qu'ils sont très forts face à des équipes qui sont très fortes aussi, mais aussi très faibles face à des équipes qui sont pas très bonnes au basket. Et du coup, c'est très difficile de situer leur niveau. Heureusement, il y a des chiffres. C'est la 12e défense de la ligue, ce qui est une claire progression par rapport à la saison dernière où c'était la 26e. A contrario, c'est la 22e attaque, alors que c'était la deuxième attaque la saison dernière. Donc, c'est une équipe de playoff, certes. Il y a une progression sur certains points par rapport à l'année dernière, d'accord, mais ils jouent pas du tout à la hauteur de leurs ambitions. Et c'est ce que je retiens pour l'instant. Raphaël, pour compléter, irrégularité et peut-être un peu de difficulté à enchaîner les victoires, c'est ce qui qualifierait un peu le début de saison des Hawks au final. Ouais, bah ça, c'est un peu une équipe, on va dire middle, alors qu'il devrait être plutôt une équipe du haut de tableau. Comme tu l'as dit, transfert de Dejounte Murray cet été, on rappelle, c'est quand même Gallinari et 3 pics du premier tour avec un pick swap. C'est pas rien quand même. C'est On a vu que beaucoup. c'était beaucoup de gros transferts, c'est quand même une grosse contrepartie. C'est censé te faire passer un cap et te transformer de prétendant à vraiment des contenders, quoi, finalement. Et bah, le début de saison était plutôt pas mal. Ils ont été un petit temps dans le podium ou dans le top 4 de l'Est. Il y a eu un bon début de saison. Mais là, il y a eu une petite régression avec, je crois, c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Il y a eu le petit incident avec Dejounte Murray qui s'est comment dire, embrouillé avec Jabari Smith des Ah, c'est Rockets. depuis ce jour-là, les Hawks sont en train de couler. Et ben, je crois qu'il y a un lien. Je crois que les Rockets ont ce pouvoir-là. Et, Il mais leur faut bien un truc, hein. c'est ça, c'est ça. Et clairement, bah, comme tu l'as dit, Benjamin, j'avais noté aussi, clairement, ils étaient deuxième offensive rating et là, ils passent 22e. Donc, on sait qu'avec le transfert de Murray, il faut un petit temps d'adaptation et qu'ils sont meilleurs en défense, clairement, avec un gars comme Dejounte Murray qui fait les All-NBA Defensive Team. Mais clairement, ce cap-là, qu'on attendait qu'ils passent et qu'ils aillent plutôt dans le haut de l'Est avec les équipes comme les Bucks, les Celtics, etc., bah, ils l'ont pas encore passé. Il faudra peut-être un petit temps pour justement qu'ils arrivent à aller dans ce haut de l'Est et à gagner, enchaîner des matchs contre les équipes plus faibles qu'eux et continuer à embêter les gros, mais ça va prendre un petit peu de temps et on va peut-être leur laisser un peu de temps avant de continuer à juger. Justement, Raphaël, tu as parlé de Dejounte Murray, je vais rester avec toi. Il faut qu'on parle de son duo avec Trae Young. Alors on s'attendait, en voyant Dejounte Murray arriver, donc à avoir un playmaker à côté de Young, c'était peut-être ce qui faisait défaut les années précédentes à Atlanta, et surtout un très très bon défenseur sur les lignes externes, capable de pallier au manquement défensif de Trae Young. Aujourd'hui, comment est-ce que ce duo fonctionne? Est-ce que tu es satisfait? Il y a encore quelques petits ajustements à faire, j'imagine. Bah, les ajustements, ouais, clairement, parce que Trae Young, il n'y a pas de souci, il est en 28-9, donc l'année dernière, il était genre en 30-10, donc ça va, il n'y a pas de souci sur Trae Young. Le seul truc J'arrive. pour lui, le seul truc pour lui, c'est clairement que son efficacité au tir a énormément baissé. Ouais. Et pour revenir sur Dejounte Murray, bah, Dejounte Murray, c'est 26-6, c'est des moyennes très correctes sur le papier. Il a un peu moins de rebonds et de passes que l'année dernière, mais pareil, lui aussi, c'est la même chose. Il baisse énormément en pourcentage de tir, en qualité de tir. Alors que pour autant, généralement, j'allais dire une superstar, mais un joueur fort, parce que c'est un All-Star l'année dernière quand même, Dejounte Murray, Clairement. rejoint une équipe où justement il y a déjà des joueurs forts et installés, et bah généralement les pourcentages augmentent. On a pu le voir par exemple, rien à voir, je donne un exemple qui a rien à voir, mais LeBron quand il est arrivé au Heat, il tirait
autant, voire un petit peu moins, et les pourcentages étaient exceptionnels. Et là, clairement, quand on voit un gars comme Murray qui arrive et qui a pas les mêmes pourcentages que quand il était aux Spurs, alors que c'était le ball handler numéro 1 là-bas, et bah, on peut se poser des questions. Donc, faut peut-être se dire justement que Trae Young a peut-être un moyen justement de faire mieux avec Dejounte Murray, peut-être lui donner plus la balle. Il faut trouver un système où ça clique avec ces deux playmakers. Ça prendra encore un peu de temps pour les Hawks, mais ça va pouvoir peut-être se faire Oui, rapidement. bien sûr. Il y a pas de raison de s'alarmer trop vite, hein. C'est que le début de la saison. Ils peuvent s'ajuster encore. Ils ont le temps. Benjamin, je te sentais un petit peu chaud sur Trae Young. Explique-nous toi ce que tu penses du début de saison de ce duo. Et pour vraiment faire l'analyse un peu complète de ce duo-là, pour moi, il y a un problème dans l'attaque, notamment au niveau de Trae Young. C'est-à-dire que pour moi, Trae Young n'est pas du tout à son niveau depuis le début de la saison. C'est vrai, sur les stats bruts, il score à peu près autant que les saisons dernières. Il est toujours autant utilisé en attaque sur le usage rate, mais il passe, comme l'a dit Raphaël, de 46% au tir à 40,5% au tir, et surtout 38% à 3 points, 31,5% à 3 points cette saison. C'est une chute énorme. C'est difficile de le dire pour l'instant si c'est une question de rythme, d'adaptation, savoir vraiment ce qui peine Trae Young. Moi, je commence à penser que c'est lié aussi à l'arrivée de Dejounte Murray, qui remplace Kevin Huerter, qui est vraiment un spécialiste du tir à 3 points, et Dejounte Murray à côté de lui laisse moins d'espace. Aussi, il faut noter qu'il n'y a pas Bogdanovic à côté. Forcément, ça réduit le spacing aussi. Mais en tout cas, du coup, Trae Young a plus du tout le même impact que l'année dernière. Et le chiffre qui le dit le mieux, c'est que l'année dernière, il marquait 1,21 points par tentative de tir. C'est absolument élite. C'était dans les hauteurs de la ligue, vraiment tout en haut du panier. Et cette saison, c'est 1,09, donc beaucoup moins. Et c'est juste moyen. Et Trae Young, moyen en attaque, ça ne passe pas pour moi. Et ça se ressent clairement, on en a parlé, deuxième attaque l'année dernière, 22e attaque. Ils sont passés du deuxième meilleur pourcentage à 3 points avec 37,5 au 26e cette saison. Donc la chute, elle est énorme. Et ça peut être un rapport avec l'arrivée de Dejounte Murray. En revanche, ce qui clique, ce qui fonctionne, c'est que Dejounte Murray a effectivement un énorme apport défensif. C'est-à-dire que, on l'a dit, les Hawks ont beaucoup progressé. Là où ça se voit le plus par rapport à l'apport de Dejounte Murray, c'est sur la défense à 3 points. L'année dernière, ils laissaient leurs adversaires tirer à 36,5% à 3 points. Et cette année, ils sont descendus à 33%. Et ça veut dire qu'ils sont passés de la 25e défense à 3 points à la deuxième. Et là, clairement, on voit l'impact de Dejounte Murray. Alors certes, il est moins utilisé, il fallait s'y attendre. Il y a moins de passes décisives, il y a des pourcentages qui bougent pas trop et il a un peu progressé à 3 points. Mais globalement, voilà, c'est pas un joueur qui est très offensif, qui est très efficace. Mais il fait son rôle parce que en termes de playmaking, il assure les minutes sur lesquelles il n'y a pas Trae Young. Hors garbage time, il y a toujours un des deux sur le terrain. C'était l'un des deux gros enjeux du transfert. C'est une réussite partielle. Donc pour faire le bilan, euh, en défense, ça fonctionne. Sur le plan du playmaking, ça fonctionne à peu près parce que Dejounte Murray était là pour faire le lien entre Trae Young et le banc aussi. Mais offensivement, il y a des vrais problèmes qui sont liés potentiellement au spacing, potentiellement à un manque de rythme de Trae Young. Mais en tout cas, c'est vraiment là le problème. Et Trae Young est au cœur de ce truc-là. Et pour moi, il va falloir trouver des solutions très vite, sinon les Hawks se confronteront rapidement à un mur. Ouais, c'est clair qu'il va pas falloir commencer à perdre trop de matchs et prendre un petit peu trop de retard dans cette course au playoff. Bon, je sais pas quoi rajouter après une analyse aussi poussée, les gars. J'ai rien d'autre à vous dire. Raphaël, je reviens vers toi. Faut parler un peu du troisième larron quand même, parce qu'il y a le dossier de John Collins qui est encore en cours. Alors John Collins, c'est assez particulier pour lui cette saison. On voit une drastique baisse de niveau quand même. Il est plus aussi impactant que ce qu'il était les autres années. Et puis on sait surtout qu'il est encore dans des petites rumeurs de trade. On parle peut-être des Suns, un petit peu du Jazz aussi. Est-ce que tu peux nous éclairer où est-ce qu'on en est sur le dossier de John Collins? Et ben John Collins, cette saison, c'est 12 points et demi et 7 rebonds et demi. En termes de rebonds, c'est la même chose que l'année dernière, mais en termes de points, c'est quasiment 4 points de moins. En termes de pourcentage à 3 points, ça a aussi drastiquement baissé. Je crois qu'il est vers 22%. Clairement, John Collins pâtit de l'arrivée de Dejounte Murray et du changement d'attaque des Hawks cette saison. Donc clairement, c'est le gars qui, depuis le début de saison, fait un peu tâche dans cet effectif-là, alors qu'il devrait justement être un peu le troisième larron en attaque, le gars qui justement fait le lien entre Dejounte Murray et Trae Young, qui est à côté de DeAndre Hunter pour justement être un peu les ailiers athlétiques qui arrivent à driver, à tirer, justement, avoir une équipe un peu, comment dire, une équipe vraiment très efficace, parce que sur le papier, ce 5 majeur, il fait quand même assez peur, il y a très peu d'équipes qui peuvent se Ah, dire, clairement. on a un 5 majeur aussi fort sur le papier que les Hawks. Et clairement, John Collins s'acclimate plus difficilement cette année.
Et du coup, c'est pour ça que déjà depuis l'année dernière, depuis les années d'avant, il a toujours été dans les rumeurs de transfert, parce que c'est un gars qui peut apporter à beaucoup d'équipes, qui a un profil hyper intéressant, hybride, on va dire, entre poste 4 hyper athlétique, il peut aussi jouer 5 sur quelques séquences. Donc voilà, John Collins a un profil intéressant, et il y a beaucoup d'équipes qui justement voudraient récupérer John Collins, dont par exemple le Jazz et les Suns, qui ont fait des offres récemment. Donc voilà, John Collins a encore des choses à prouver, il peut peut-être se reprendre sur le reste de la saison, mais personnellement, je ne serais pas surpris de continuer à le voir dans les rumeurs de transfert, ça c'est sûr, mais peut-être de le voir transférer, si ce n'est à la trade deadline, peut-être même avant. C'est peut-être mon plus gros candidat au trade par rapport à ce début de saison. Et John Collins a toujours de la valeur marchande, même avec ce début de saison compliqué pour lui. Oui. Il aura des candidats à le récupérer, et donc ça, on verra ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Benjamin, un petit mot à rajouter sur le dossier de John Collins. On sait que malgré sa baisse de niveau, ça reste quand même un joueur à une valeur marchande plutôt élevée, il faut le dire. Bah, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Raphaël, c'est-à-dire qu'il y a une claire baisse de niveau. On l'a jamais vu aussi peu adroit depuis qu'il a commencé à tirer à 3 points. Il est vraiment beaucoup moins impactant en attaque. Et effectivement, maintenant, dans le roster des Hawks, il a moins sa place parce que l'effectif a évolué avec des Dejounte Murray. Mais aussi, il faut rappeler que Clint Capella est arrivé après lui et ça a beaucoup changé l'effectif. Et il faut, un petit peu mettre des chiffres là-dessus, en 2019-2020, il jouait presque la moitié du temps de jeu en tant que pivot. Ça marchait bien, il était utile. Et justement, Raphaël parlait de ce côté hybride, et c'est ce qui séduisait pas mal avec John Collins. Et saison après saison, la part de son temps de jeu au poste de pivot a diminué. Et cette saison, il joue 3% de son temps de jeu au poste de pivot contre 97% en tant qu'ailier fort. Ça s'explique parce que, voilà, on a Clint Capella qui joue le rôle de pivot titulaire. Mais maintenant, Clint Capella, c'est aussi le principal poseur d'écran. Donc c'est quelque chose qu'on prend à John Collins. Maintenant, on a Onika Okongwu pour faire le second poste 5. C'est encore une fois quelque chose qu'on prend à John Collins. Donc il est moins efficace, moins utile, moins sollicité. Donc logiquement, il est dans les rumeurs de transfert. Ce qui bloque par rapport aux autres équipes, c'est que quand même, il a 102 millions de dollars potentiellement jusqu'en 2026. C'est beaucoup par rapport à son impact actuel aux Hawks. Et on peut s'inquiéter de son impact dans sa future franchise. Donc, forcément, ça refroidit les équipes qui ont peur de s'engager sur plusieurs années avec un joueur comme John Collins. Les Suns, à mon avis, ne viendront pas prendre John Collins pour cette raison-là. Le Jazz a plus ce profil, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une envie de changement aux Hawks. Il y a des rumeurs aussi autour de Bogdan Bogdanovic, autour de Justin Holiday. Il faut s'attendre à un trade d'ici la trade deadline ou avant, comme disait Raphaël. Et ce ne sera pas une surprise si Collins part de l'équipe, compte tenu du contexte et compte tenu de la valeur qu'il a perdue dans l'effectif des Hawks. Alors, Benjamin, je vais rester avec toi parce que là, on parle un peu de ce début de saison moyen des Hawks, du dossier Collins qui avance pas, pardon, et de sa baisse de niveau. Alors, où est-ce qu'on peut se projeter avec cette équipe d'Atlanta et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux pour le reste de la saison finalement? C'est difficile à dire, je pense qu'il faut vraiment voir où on en est au All-Star Break, parce qu'il faut voir ce qui arrive à John Collins et au reste de l'équipe. Il faut voir si l'attaque recommence à fonctionner. Sur les 60 matchs qui restent environ, ils ont le 5e calendrier le plus facile de la ligue. Donc il y a quand même un certain optimisme que les Hawks pourraient retrouver du rythme et qu'ils pourraient chercher des solutions sur ce temps-là. S'ils redressent le tir, sans mauvais jeu de mots, en attaque, il y a des chances qu'ils jouent un petit peu les troubles faits à l'Est et qu'ils se positionnent comme un outsider. Et ils doivent maintenir leur effort défensif pour rester dans ce carcan-là de potentiel outsider. Évidemment, ne pas faire d'erreur sur un transfert, ça va de soi. Mais s'ils restent dans cet été-là, à mon avis, les Hawks ont un plafond assez bas et risquent de galérer vraiment à se qualifier déjà en playoff et ensuite à faire quelque chose en playoff. Donc, il faudra trouver des réponses. C'est très difficile de se projeter parce que le potentiel est énorme, et ce qui se passe actuellement sur le terrain est très décevant. Mon petit oiseau, je vais te laisser le mot de la fin. Éclaire-nous un petit peu comment tu te projettes, toi, avec Atlanta. Ah là là. Clairement, j'attends mieux d'Atlanta. Au moment du transfert, je me suis dit que ça allait vraiment cliquer et je pensais vraiment que l'arrivée de Dejounte Murray débloquerait un truc dans cet effectif. Pour moi, il leur manquait un petit truc pour passer. Ils sont allés en finale de conf, on va dire un peu sur un malentendu et sur une erreur des Sixers, j'ai quand même l'impression. Mais clairement, c'est une équipe qui peut viser ce niveau de performance avec un Trae Young qui justement est élite en attaque et qui devrait revenir élite en attaque, j'espère pour lui. Mais j'ai bien aimé quelques petits trucs. Par exemple, il y a eu des questions sur le poste d'ailier remplaçant. J'ai bien aimé les minutes sur Jalen Johnson, aussi sur AJ Griffin. Voilà, Ouais. c'était pas mal. Ça va encore mettre un peu de temps à s'acclimater, c'était sympa. Il y a encore des questions sur le poste de pivot aussi, je suis d'accord. Avec Capella qui est toujours dans ses standards, hein. C'est un gars qui est en 11-11 à peu près, ou 11-12. Et Okongu qui progresse, qui a le même stade que l'année dernière, mais qui va encore prendre plus de place d'année en année, ça c'est sûr.
Et donc, ouais, parce qu'ils visaient quand même, je pense, une des 4 places fortes de l'Est au début de saison. Pour l'instant, comme tu le dis, ils sont en 11-10, ce qui est pas génial pour un calendrier assez facile, mais il leur reste encore une fois, tu as dit, le cinquième calendrier le plus facile de la saison. Et donc, je pense clairement ils vont galérer à se qualifier en playoff. Ils vont finir pour moi autour de la 6-7e place à se battre pour justement avoir ce titre enfin, justement aller en playoff directement sans passer par le play-in, mais ça va être compliqué pour les Hawks. Et il va falloir qu'ils se reprennent assez vite parce que clairement, cette association Dejounte Murray, Trae Young a encore des choses à nous montrer et ça, j'en suis sûr. Ouais, très clairement, je suis d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos précisions, les gars. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du début de saison des Hawks, où est-ce que vous les voyez finir. C'est clair qu'on les attend forcément dans le haut de tableau de la conférence Est, mais il va pas falloir lâcher trop de matchs. En tout cas, dites-nous en commentaire de ce que vous avez pensé de tout ça.